et merci pour la présentation. Donc, je vais en effet essayer de vous présenter un certain nombre d'éléments sur la transition énergétique des transports ou sur les différentes transitions plus globalement qu'il va falloir faire dans nos mobilités d'ici 2050. Est-ce que le son est bon, pas trop fort? C'est bon, j'ai l'impression de bien m'entendre, mais... Ok. Et la présentation aura deux parties. Une première partie un peu plus d'introductive sur à la fois les défis qui sont à relever dans ces transitions, les principaux leviers, et puis je reviendrai sur quelques questions un petit peu plus spécifiques dans la deuxième partie. Et avant même de commencer sur les défis et les leviers, déjà pour comprendre comment notre mobilité a évolué sur les dernières décennies, voire les 2 derniers siècles, eh bien en fait quand on regarde un peu nos pratiques de mobilité, on peut les renseigner sur différentes caractéristiques, notamment si on fait une enquête de mobilité, on va demander aux gens combien vous faites de trajets par jour et par personne, combien de temps vous passez dans les transports, combien de kilomètres vous allez faire, donc ce qu'on appelle souvent la demande de transport. Donc on peut renseigner ça au global, tout mode de transport confondu, ou bien par mode de transport, ou bien par motif, pour aller au travail, pour aller faire les courses, pour aller pour des déplacements, pour l'accès à des services, pour l'accès à des loisirs, etc. Et en fait, si on regarde ces 3 caractéristiques, comment elles ont évolué par le passé, eh bien, on se rend compte que sur les 2 derniers siècles, malgré les transformations extrêmement fortes qu'il y a eu par certains aspects, j'y reviendrai ensuite, eh bien, il y a 2 caractéristiques parmi les 3 qui sont restées relativement stables. C'est-à-dire que le nombre de trajets qu'on fait par jour et par personne est stable autour de 3 à 4 trajets en moyenne par personne sur l'ensemble de la population. Donc on compte par exemple qu'un aller-retour, c'est 2 trajets. Et puis l'autre élément qui est resté relativement stable, ce sont les temps de transport. On se déplace environ 1 heure par jour et par personne en moyenne sur l'ensemble de la population. Et ça aussi, c'est resté assez stable sur les dernières décennies. Et donc l'autre élément qui est assez stable, c'est finalement ce qui fait le lien entre les deux. Donc les temps de transport par trajet, eh bien, sont restés relativement stables. Si on divise 1 heure par 3 à 4 trajets, du coup, c'est des trajets de l'ordre de 15 à 20 minutes. Et ça n'a pas beaucoup bougé historiquement. Et au-delà du fait que ça n'a pas beaucoup bougé historiquement, aujourd'hui, les différents modes de transport sont utilisés sur des temps de transport moyens qui sont aussi de cet ordre de grandeur-là. Donc, c'est-à-dire la marche, le vélo, les transports en commun ou encore la voiture vont être utilisés sur cette durée moyenne de transport en ordre de grandeur. Par contre, ce qui est très différent suivant les modes, c'est à quelle vitesse ils vont. Et du coup, avec 15 à 20 minutes de trajet, est-ce qu'on fait plutôt 1 km si on fait ces 15 à 20 minutes en marche à pied, ou bien est-ce qu'on fait plutôt une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres si on utilise plutôt la voiture pour ce type de trajet. Et comme historiquement, ce que je montrerai après, c'est qu'on a eu un report très fort depuis la marche, donc un mode lent, vers notamment la voiture, un mode beaucoup plus rapide, on a eu une accélération extrêmement forte de la vitesse des déplacements, donc ce qui fait le lien entre les kilomètres et les heures de transport, donc les kilomètres-heure. Eh bien, cette vitesse, elle a été multipliée par 10 à 12 en ordre de grandeur sur les 2 derniers siècles. Et en fait, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'on n'a pas profité de ces augmentations de vitesse pour passer moins de temps dans les transports. Alors qu'intuitivement, quand on cherche à aller plus vite, finalement, c'est pour gagner du temps, bien évidemment. Mais en fait, sur longue période, on a plutôt utilisé ces gains de vitesse pour aller plus loin. C'est-à-dire, on en a profité pour étendre notre programme d'activité, potentiellement avoir un emploi qui est plus loin de chez soi, donc avoir un choix plus large d'emploi, avoir des activités, des lieux d'achat, des lieux pour les services, etc., qui se sont beaucoup éloignés au cours du temps. Et donc, c'est pour ça qu'en ordre de grandeur, on a eu une multiplication des kilomètres parcourus par personne, de l'ordre de 10 à 12 sur les 2 derniers siècles. Et comme ça s'est fait avec un nombre de trajets qui est resté relativement stable, c'est que la distance moyenne des déplacements a été elle aussi multipliée par 10 à 12. Donc on a eu une accélération très forte qui a permis d'augmenter les distances de déplacement. Et ça, en fait, on le voit sous plein d'aspects, mais on le voit notamment dans l'évolution de l'aménagement du territoire. Si on a cet étalement urbain notamment, alors il y a d'autres phénomènes dans l'aménagement du territoire qui sont liés à cette accélération, mais notamment cet étalement est lié au fait qu'on a pu accélérer les mobilités et donc aller habiter plus loin sans forcément avoir des temps de transport toujours plus importants. On peut aussi comprendre voilà, l'augmentation d'un peu toutes les distances finalement, aussi bien pour aller aux emplois qu'au commerce, etc. Et puis on peut comprendre aussi l'augmentation des voyages à plus longue distance aussi, par cette accélération qui a rendu possible le fait de partir beaucoup plus loin, tout en préservant finalement ces temps de transport.
Donc ça, c'est une évolution assez majeure qu'on a eue par le passé. Et puis, donc ça, c'est un peu la vision globale. Et si on regarde maintenant par mode de transport, donc ça va être un graphique qui va vous montrer, à partir de 1800, en tout cas les estimations qu'on peut en trouver, bien évidemment, plus on remonte loin dans le temps, plus ce sont des ordres de grandeur qu'il faut prendre en compte. Mais ce qu'on voit, c'est sur le 19e siècle, en pourcentage des temps de transport, c'est essentiellement la marche qui domine très largement. On voit que progressivement, le transport attelé, donc avec le cheval, prend de plus en plus de place. Le transport ferroviaire en vert, pardon, tout en haut, prend aussi de plus en plus de place, mais représente une part assez limitée de nos déplacements, y compris en 1900. Et puis on voit sur la fin du siècle un petit liseré bleu qui commence à apparaître avec le vélo qui se développe à ce moment-là. Mais voilà, très majoritairement, à 90%, c'est la marche qui constitue le mode de transport privilégié à ce moment-là, donc des transports forcément plus de proximité et une vie un peu autour de l'échelle du village ou de distances relativement courtes si on est en ville. Si maintenant je rajoute une cinquantaine d'années, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une concurrence bien plus forte qui s'installe entre différents modes. Il y a l'arrivée de la voiture en orange, en haut du graphique. Il y a les transports en commun routiers en jaune qui prennent un petit peu plus de place aussi, le transport ferroviaire qui se développe, le vélo également qui prend plus de place. Et en fait, tous ces modes de transport-là vont entraîner la disparition du transport attelé, en gros, sur cette période. Et encore une fois, qu'est-ce qui domine en 1950 ? Il y a seulement 3 générations, finalement, il y a 73 ans seulement. Eh bien, c'est encore la marche qui domine à plus de 80% des temps de déplacement. Et par contre, là où il y a une grande différence, c'est si maintenant je rajoute une quarantaine d'années, avec un report extrêmement massif, donc une baisse très massive de la marche, et cette marche, elle est remplacée par des temps de transport en voiture, donc des temps de transport avec une vitesse plus élevée, donc qui permet d'aller plus loin. Et puis, si on étend désormais encore jusqu'à 2017 sur ce graphique-là, eh bien, en fait, on a sur les dernières années, voire même les dernières décennies, sur les 3 dernières décennies, les 30 dernières années, on a des pratiques de mobilité entre les différents modes qui sont relativement stables. Donc on a beau avoir, finalement, quand on regarde notamment les titres de presse sur les transports, une sorte de révolution permanente, des nouveaux modes qui apparaissent, les trottinettes électriques, voilà, plein de débats là-dessus, de nouvelles technologies, etc. Mais en tout cas, quand on regarde les pratiques de mobilité, c'est relativement stable depuis pas mal d'années, il y a beaucoup d'inertie là-dessus. Si maintenant on regarde ce que ça donne en termes d'évolution des kilomètres parcourus par personne, donc là avec... Il n'y a pas besoin de la musique. Donc avec là le défilement des années au fur et à mesure du temps, la marche qui domine très largement sur l'ensemble du 19e siècle, donc y compris en kilomètres parcourus. Tout à l'heure, on était sur les temps de transport. Le vélo qui arrive sur la fin du siècle, aussi la voiture, les 2 roues motorisées, les bus et les cars. Toujours la marche qui domine même en kilomètres parcourus, malgré le ferroviaire puis la voiture qui prennent un peu plus de place. Et puis c'est après la Seconde Guerre mondiale, on va voir là la voiture, l'échelle change parce que la voiture prend de plus en plus de place, 15 km par jour en moyenne, 20 km, 25, bientôt une trentaine de kilomètres par jour. Et puis après ça, c'est notamment le transport aérien qui prend aussi de plus en plus de place dans les années plus récentes. Donc le transport aérien qui va représenter en distance parcourue le deuxième mode de transport, devant le ferroviaire, puis les bus et les cars, et puis la marche, les 2 roues motorisées, le vélo en distance parcourue. Ce sont des parts relativement limitées dans les distances qu'on peut parcourir actuellement. Et l'autre manière de voir finalement cette même évolution, c'est de la projeter sous forme de graphique. Et on voit que pendant très longtemps, on est resté cantonné en moyenne à des distances qui sont relativement faibles. Et puis c'est vraiment à partir des années 1950, avec la hausse de la motorisation des ménages, donc en gros de plus en plus les ménages qui ont accès à la voiture, voire la multimotorisation quand ils ont accès à 2 voitures, voire plus. Et en gros, en 1950, il y avait en France une voiture pour 25 personnes. Et depuis le début des années 2000, on est à peu près à une voiture pour 2 personnes, voire un petit peu plus maintenant. C'est un chiffre qui est toujours plutôt orienté à la hausse. Et donc c'est cette hausse de la motorisation des ménages qui a fait que la voiture a été de plus en plus utilisée, ce qui a porté à la hausse les kilomètres parcourus en voiture jusqu'au début des années 2000. Depuis, c'est relativement stable sur les kilomètres parcourus en voiture, mais par contre, il y a le transport aérien qui a toujours tendance à augmenter, hors effet Covid, bien évidemment, ici. Et donc, la voiture a pris une place extrêmement importante dans les kilomètres parcourus, mais en fait, sur les 3 différents critères que je vous ai montrés, à la fois le nombre de trajets, les temps de transport et les kilomètres,
parcourus, eh bien c'est la voiture qui domine largement, avec de l'ordre de 60% à 2/3 de nos mobilités qui sont constituées par la voiture. Si on regarde en nombre de trajets ou en temps de transport, c'est la marche qui est le deuxième mode de transport, même s'il est trop souvent oublié comme mode dans les débats publics, les politiques de mobilité, l'aménagement, etc. C'est un mode qui est tout à fait significatif. Et puis après, il y a finalement un peu comme ce que je montrais tout à l'heure, les autres transports en commun, une part du vélo pour l'instant qui est assez faible. Et puis l'avion qui représente des parts assez faibles en nombre de trajets, bien évidemment, ce sont des trajets très rares, mais par contre qui sont à des distances très élevées, donc qui vont peser davantage dans les kilomètres parcourus, peser aussi dans les émissions de CO2, qui sont essentiellement dominées par la voiture. Et puis l'avion a aussi une part plus importante sur l'ensemble des effets réchauffants des transports, dans le sens où il n'y a pas que le CO2 qui a un effet réchauffant sur le climat pour les émissions de l'aérien. Il y a aussi ce qu'on voit parfois dans le ciel, les traînées de condensation, qui ont un effet plutôt réchauffant, des émissions d'oxyde d'azote aussi dans la haute atmosphère qui ont un effet réchauffant. Et c'est des effets plutôt à plus court terme, mais tant que le trafic aérien est en hausse, ces effets ont tendance à augmenter. Les dernières études nous montrent qu'environ 2/3 des effets réchauffants de l'aérien, c'est pas le CO2, c'est justement les effets hors CO2. Donc ça veut dire que si on multipliait par 3 ces seuls effets du CO2, on aurait une part quand même de l'aérien dans l'impact climatique de nos mobilités qui serait assez loin d'être négligeable, surtout quand on compare au niveau de pratique, bien évidemment en temps de transport, mais encore plus en nombre de trajets comme je l'évoquais. Donc ça va être deux modes de transport particulièrement à regarder dans cette transition si on veut réussir à diminuer les émissions. Ça, c'est un graphique qui met un petit peu une perspective aussi sur le fait qu'il n'y a pas que les émissions de la mobilité des voyageurs, il y a aussi la mobilité, il y a aussi le transport de marchandises. Et donc, quand on regarde sur les émissions nationales, c'est quand même la voiture qui domine assez largement. Donc là, il n'y a pas l'aérien international pour l'instant. Et puis, en gros, sur l'ensemble des transports, il y a 2/3 des émissions qui sont liées plutôt au transport de voyageurs, et puis 1/3 pour le transport de marchandises. Donc la mobilité des voyageurs, c'est quand même la majorité, mais c'est 2 fois plus que les marchandises, mais bon, qui ne sont pas à oublier, bien évidemment. Et puis, un des biais qu'on a dans nos comptabilités d'émissions, dans les objectifs qu'on se fixe, et dans les négociations climatiques au niveau international, c'est qu'en général, les transports internationaux ne sont pas comptés dans les émissions et donc dans les objectifs. Donc là, c'est ce qui est en hachuré sur ce graphique et qui représente quand même des choses non négligeables, d'autant plus que ce sont des émissions, comme j'évoquais tout à l'heure, les trafics aériens, par exemple, sont à la hausse, donc c'est des émissions qui ont plutôt tendance à croître, en particulier pour l'aérien, où il y a assez peu de perspectives technologiques de court, voire même de moyen terme, pour réussir à réduire leurs émissions. Donc ça, c'est une part qui, malgré tout, est de plus en plus importante. Si on regarde maintenant en termes d'évolution de ces émissions de CO2, donc là, c'est tout transport confondu, mais c'est que les émissions intérieures, les transports intérieurs, donc il n'y a pas l'international. Et ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a une forte augmentation des émissions des transports jusqu'au début des années 2000. On a eu ensuite une petite baisse des émissions, plutôt une trajectoire assez stable dans les années 2010. Et puis ce qu'on voit ici, bien évidemment, c'est l'année 2020 avec le Covid, les confinements, les baisses de kilomètres parcourus et donc les baisses d'émissions qu'il y a eu à ce moment-là. 2021-2022, ça repart à la hausse, sans forcément retrouver le même niveau qu'on pouvait avoir en 2019, mais il y a eu un rebond des émissions qui est fort. Et puis surtout, ce qu'on voit, c'est que si jamais on projette maintenant ce que fixe la stratégie nationale bas carbone, la dernière version de la stratégie nationale bas carbone qui est en cours de révision actuellement. Il y a des annonces politiques de temps en temps là dans les médias sur ce sujet-là. Emmanuel Macron devrait parler lundi prochain sur cette nouvelle stratégie nationale bas carbone. Et la courbe même à l'horizon 2030, donc là c'est que pour les transports, hein, c'est pas toute l'économie, mais à l'horizon 2030, la courbe devrait même être encore plus pentue que ça, dans le sens où les objectifs à 2030 ont été, l'ambition des objectifs a été rehaussée. Parce qu'au niveau européen, voilà, il y a un nouvel objectif plus ambitieux de baisse de 55% des émissions entre 1990 et 2030. Et donc ça implique une ambition encore plus forte à court terme. Donc vraiment une rupture à opérer par rapport aux tendances passées. Et puis à l'horizon 2050, ce qui a été dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'en gros, en 2050, il faut quasiment plus qu'il y ait de pétrole dans les transports, et notamment qu'il n'y ait plus du tout de pétrole dans les transports terrestres.
Donc ça veut dire que d'ici seulement 27 ans, c'est un laps de temps qui est relativement court, eh bien il faut qu'il n'y ait plus une seule goutte de pétrole dans les voitures, les véhicules utilitaires légers, donc typiquement les camionnettes, dans les poids lourds, dans les bus, les cars, les trains, les 2 roues motorisés, ou encore les bateaux de transport fluvial. Donc c'est un défi qui est majeur parce que justement il y a des inerties très fortes dans le système, à la fois dans l'aménagement du territoire qui va beaucoup conditionner comment on se déplace, dans les infrastructures de transport qui mettent du temps aussi à être modifiées, à s'adapter à des nouvelles pratiques, dans les flottes de véhicules, par exemple renouveler un parc de voitures ou un parc de poids lourds, etc. Ça prend beaucoup de temps. Dans l'inertie des politiques publiques aussi pour s'adapter finalement à leurs nouveaux objectifs. À la fois, il y a des objectifs très ambitieux, mais des politiques qui ne sont pas forcément à la hauteur. Et puis, dans les pratiques de mobilité, de manière générale, on a un poids des habitudes qui est extrêmement fort et qui fait que ça peut être difficile aussi de changer à court terme l'ensemble des pratiques de mobilité. Donc ça, c'était pour le défi climatique et bien évidemment très structurant dans cette transition à faire des mobilités, mais il ne faudrait pas non plus oublier les autres impacts qu'il peut y avoir actuellement des transports, des autres enjeux environnementaux, sociaux, sanitaires, et qui sont aussi à prendre en compte du coup si on veut faire cette transition de manière plus globale. Donc au-delà du changement climatique, il y a bien évidemment des enjeux de pollution de l'air qui sont pour beaucoup liés aussi à la question de la transition énergétique, parce qu'une bonne partie de la pollution est liée aussi à la combustion du pétrole. Mais pour autant, il y a aussi d'autres sources de pollution que celles liées au pétrole, typiquement les frottements des freins, les frottements des pneus sur la chaussée. Ça émet aussi des particules, donc ça ne changera pas si seulement on se sépare du pétrole, mais sans revoir d'autres aspects de notre mobilité. Le troisième enjeu qui est lié aussi, au moins en partie, à la question du pétrole, c'est les enjeux qui y a autour des ressources. Le pétrole, de toute façon, est une ressource qui est épuisable, donc il faut réussir à s'en séparer pour des enjeux à la fois de climat, de pollution de l'air, comme j'évoquais, mais aussi de manière à se prémunir finalement de ressources qui vont être en diminution, d'enjeux géopolitiques, d'enjeux environnementaux, sociaux liés à l'extraction de ces ressources. Et puis finalement, quand on sort du pétrole mais qu'on remplace par d'autres technologies, mais il y a aussi d'autres enjeux liés aux ressources. Alors soit des ressources notamment en métaux quand on passe à l'électrique, des ressources en biomasse si on veut utiliser davantage des biocarburants ou du biogaz, des ressources pour produire de l'électricité aussi, à la fois si on veut passer à l'électrique, si on veut passer à l'hydrogène mais qu'on veut produire cet hydrogène de manière bas carbone, il faut aussi de l'électricité. Donc ces enjeux de ressources resteront très importants dans cette transition et dans les années, les décennies à venir. Il y a aussi des enjeux en termes de consommation d'espace, parce que les infrastructures de transport prennent beaucoup d'espace, à la fois pour leur circulation, pour leur stationnement, notamment la voiture prend beaucoup de place, et il va falloir diminuer cette place de la voiture pour au moins 3 raisons, à la fois pour donner plus de place aux mobilités alternatives qu'il faut développer, telles que la marche, le vélo, les transports en commun, qui doivent avoir aussi plus de place dans un bon nombre de cas si on veut qu'ils puissent se développer. Aussi pour avoir d'autres usages de l'espace public qu'uniquement une fonction de transport. Ça peut être à la fois, on l'a vu au moment du Covid, donner plus de place pour les terrasses, donner plus de place pour que les enfants puissent jouer en sécurité dans l'espace public, ce qui était largement répandu avant qu'on amène des voitures dans les villes, pouvoir donner de la place pour des événements, pour des marchés, pour d'autres manières aussi d'occuper cet espace public et d'avoir aussi d'autres usages. Et puis le troisième élément, c'est aussi s'adapter au changement climatique, notamment revégétaliser pour mieux s'adapter aux canicules qui sont déjà de plus en plus importantes, et puis désartificialiser potentiellement pour aussi laisser davantage l'eau s'infiltrer dans les sols. Bref, il y a tout un tas de vertus aussi à revégétaliser, y compris pour la qualité de vie, y compris pour la santé. Donc c'est aussi un des aspects de cette transition et d'un nouveau partage de l'espace public qu'il faut pouvoir inventer. Toujours côté impact sanitaire, il y a la pollution sonore, donc à la fois on connaît le bruit et la gêne que ça peut occasionner, mais ce qu'on sait moins souvent, c'est qu'il y a aussi des impacts pour la santé qui
qui sont très importants, y compris pour des maladies cardiovasculaires, pour de l'obésité qui peut être liée aussi à cette pollution sonore. On ne peut pas forcément s'imaginer facilement ce lien-là, mais en fait, via le stress que ça peut impliquer pour le corps, eh bien, il y a tout un tas d'effets sanitaires qui sont liés à cette pollution sonore, et plus de la moitié de ce qu'on appelle le coût social du bruit, et plus de la moitié de ces impacts sont liés au transport, et en particulier au transport routier. Il y a toujours des enjeux, bien évidemment, en termes d'accidentalité routière. Il y a eu des progrès pendant pas mal de décennies sur cet aspect-là. La mortalité routière en France a été divisée par 6, en gros, depuis le début des années 70. Mais pour autant, ça fait une dizaine d'années que cette mortalité routière n'est plus en baisse. Donc il y a toujours des enjeux, bien évidemment, très forts, avec de l'ordre de 3000 décès chaque année liés à l'accidentalité routière, puis un grand nombre de blessés également. Donc des enjeux forts là-dessus, des enjeux d'un point de vue de la santé aussi sur la question de la sédentarité, de l'inactivité physique. En gros, nos modes de vie de manière générale, mais notamment nos mobilités, sont de plus en plus inactives ou de plus en plus sédentaires, du temps passé assis notamment. Et donc retrouver des mobilités plus actives telles que la marche, telles que le vélo, peut avoir des bénéfices très importants pour la santé. Donc ça, c'est aussi une des raisons de faire cette transition des mobilités. Et puis, sans être exhaustif, un autre élément bien évidemment très important, ce sont tous les cas d'inégalité d'accès à la mobilité qu'il peut y avoir en fonction à la fois des inégalités de revenus pour accéder à certains modes de transport, des inégalités territoriales, des inégalités de genre, des inégalités de compétences de mobilité ou de capacité physique à se saisir de différents modes de transport. Donc il y a aussi bien évidemment ces enjeux-là à prendre en compte dans la transition. Bien évidemment, il y a heureusement des leviers qu'on peut solliciter pour réussir à répondre à ces différents enjeux. Donc là, c'est notamment sur les enjeux émissions de CO2, donc les enjeux climatiques, mais je reviendrai à la fin de la présentation sur à quel point aussi ces différents leviers permettent de répondre aux autres impacts que j'évoquais juste avant. Et donc, dans ce que fixe, ce que je vous parlais tout à l'heure de la stratégie nationale bas carbone, elle évoque 5 leviers pour réduire les émissions dans les transports. Le premier d'entre eux, c'est de modérer la demande de transport, donc c'est les kilomètres parcourus que j'évoquais tout à l'heure. Donc retrouver plus de proximité dans les déplacements du quotidien, avec un aménagement du territoire, une évolution des modes de vie pour essayer de recréer justement cette proximité, éventuellement relocaliser un peu les commerces, les services, les emplois, pour autant que possible limiter les distances parcourues. Et puis à plus longue distance, c'est potentiellement limiter les voyages les plus lointains, et notamment, comme je le montrais tout à l'heure, ceux en avion qui sont particulièrement impactants. Donc ça rejoint aussi finalement dans un peu le deuxième levier, c'est-à-dire se séparer des modes de transport les plus émetteurs, en tout cas en limiter l'usage à la fois de l'avion et de la voiture, pour faire ce qu'on appelle un report modal, donc se reporter vers des modes de transport qui sont moins émetteurs, comme les modes actifs, comme la marche et le vélo, ou encore les transports collectifs, tels que le ferroviaire, les bus ou encore les cars. Donc ça, c'est le deuxième levier. Le troisième levier, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le remplissage des véhicules. Donc là où il y a le plus de potentiel, c'est pour les voitures, étant donné que c'est à la fois là qu'il y a le plus d'émissions, comme je le montrais tout à l'heure, et aussi qu'en moyenne, les voitures sont assez peu remplies. Donc en gros, sur le domicile-travail, c'est 9 voitures sur 10 qui ont une seule personne à l'intérieur du véhicule, alors qu'on est en général dans des véhicules de 5 places. Donc ça montre tout le potentiel qu'il peut y avoir d'optimisation de ce type de trajet pour davantage remplir les véhicules. Le quatrième levier, c'est de réduire les consommations énergétiques des véhicules. Il y a une partie à l'intérieur de ça, il y a une partie qui interroge la sobriété, comme les leviers précédents que j'évoquais. Donc, comment on se déplace, comment on organise nos transports, notre aménagement du territoire, etc. Comment on consomme moins d'énergie, moins de ressources. Et une des manières, c'est notamment de passer à des véhicules plus sobres, des véhicules plus légers qui, du coup, vont avoir moins de consommation d'énergie. Puis une autre manière aussi de réduire les consommations d'énergie des véhicules, c'est globalement ce qui rentre dans l'éco-conduite. Et donc là-dedans, il y a notamment la limitation de la vitesse, par exemple sur les routes les plus rapides, telles que le 110 km/h sur les autoroutes, mais plus globalement d'essayer d'avoir une conduite qui n'est pas trop brusque et permet de moins consommer d'énergie. Et puis l'autre partie de ces baisses de consommation d'énergie des véhicules, c'est ce qu'on appelle à proprement parler de l'efficacité énergétique, ou en gros utiliser des technologies plus efficaces. Typiquement, il y a eu pas mal de progrès historiquement sur les moteurs de voitures thermiques.
Donc ça, il y a eu pas mal de progrès pour moins consommer par le passé. Et puis à l'avenir, ça va être aussi en se tournant vers des véhicules électriques, les moteurs électriques étant plus efficaces en énergie finale, si je suis très précis. En gros, ça va permettre aussi de réduire les consommations d'énergie dans les transports en passant à l'électrique. Et puis l'autre effet de l'électrique, finalement l'électrique se retrouve aussi dans le 5e et dernier levier. Cette baisse de l'intensité carbone de l'énergie, en gros, ou décarbonation de l'énergie, c'est de faire en sorte de séparer du pétrole, qui est une énergie qui émet beaucoup de CO2, qui est fortement carbonée, pour passer à des énergies qui sont moins émettrices, donc que ce soit en passant à l'électrique, à l'hydrogène, au biogaz, au biocarburant ou encore au carburant de synthèse, à condition bien sûr que ces carburants-là ou ces énergies-là soient produites de manière aussi bas carbone, aussi durable que possible, si on veut qu'elles puissent avoir un intérêt dans cette transition. Donc ça, ce sont les 5 leviers. Et après, deuxième partie, je vais faire un petit focus sur quelques questions un peu plus en particulier, notamment interroger la place de la voiture électrique dans cette transition, à quel point c'est une solution magique ou pas, quels sont les modes de transport qu'il faut éventuellement essayer de privilégier suivant les différents types de territoires, et puis revenir, comme je le disais tout à l'heure, un peu au-delà du climat aussi, quels sont les effets sur les autres impacts que j'évoquais tout à l'heure. Donc si on veut regarder déjà la question de la voiture électrique, est-ce que c'est le meilleur ou le pire des véhicules? Eh bien ça dépend un petit peu de quelle manière on se pose la question. Si on regarde par technologie, c'est souvent ce qu'on fait, on va comparer la voiture thermique avec la voiture électrique. Et sur ce plan-là, en termes d'émissions de CO2, émissions de gaz à effet de serre, eh bien la voiture électrique en France s'en sort bien mieux que la voiture thermique. En gros, on divise selon les études, parce qu'il y a des hypothèses qui sont assez différentes selon les études, on divise par 2 à 5 les émissions de la voiture quand on passe d'une voiture au pétrole à une voiture électrique. Donc il y a un intérêt très net, et ce qu'on voit dans l'ensemble des scénarios de prospective, c'est que si on veut atteindre nos objectifs climatiques, c'est indispensable de passer à l'électrique pour notamment les voitures, pour les véhicules routiers les plus légers. Donc ça veut dire si on veut atteindre, voilà, si on veut répondre aux défis climatiques, l'électrification est indispensable, mais finalement l'autre manière de se poser la question, c'est à quel point il faut électrifier à quel point la voiture électrique reste ou pas le véhicule le plus efficace dans la transition. Si on compare cette fois-ci la voiture électrique avec d'autres modes de transport ou d'autres types de véhicules qui sont plus sobres, plus légers, j'y reviendrai tout à l'heure, des mini-voitures électriques, des vélos mobiles, des vélos assistance électrique ou des vélos, ou bien j'aurais pu mettre des transports en commun aussi, des bus électriques ou autres, eh bien on voit que finalement la voiture électrique est parmi les modes les plus impactants. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, même si on passe à l'électrique, la voiture électrique n'est pas non plus la solution parfaite. Et il reste un intérêt à se tourner vers des modes de transport, des véhicules qui sont moins impactants que la voiture. Et notamment dans les différents modes de transport qu'on peut développer, ça ne va pas être forcément les mêmes selon les types de territoires, selon les types de trajets. Et donc là, c'est ce graphique-là que je vais progressivement animer, va essayer de voir un peu quelle est la pertinence des différents modes, à la fois sur un premier axe, c'est d'indiquer selon les distances de déplacement. Donc ici, on est à 1 km, 10 km, 100 km, 1000, 10 000. Et donc, en gros, on considère en général que quand on est au-delà de 80 km, on est sur des déplacements de longue distance. Et puis l'autre axe, en gros, il va vous montrer à quel point on est sur des endroits où les flux de déplacement sont faibles ou forts. En gros, il y a beaucoup de flux de déplacement dans les zones les plus denses, notamment dans les métropoles, dans le centre des plus grandes métropoles. Il y a beaucoup de monde et du coup, des flux de déplacement très importants. Au contraire, les flux de déplacement sont particulièrement faibles dans les zones rurales, sur des petites routes où voilà, il y a une voiture, bien souvent, qui passe voilà, qui passe de manière pas si régulière que ça, donc des flux de déplacement qui sont assez faibles. Puis après, bon, au-delà de la longue distance, voilà, il y a selon les distances qu'on parcourt, on peut aussi aller plus ou moins loin. Et là, le graphique de droite, il va vous montrer en gros, suivant ces différents types de trajets ou ces différentes zones, quels sont les modes de transport qui dominent aujourd'hui. En gros, l'avion va dominer au-delà des 1000 km, ça va être ça qui va dominer assez largement. De l'autre côté, en dessous des 1 km de distance, ça va être la marche qui va dominer, en particulier quand on va vers la droite du graphique. Plus on va dans les plus grandes villes, plus la marche est développée. J'ai mis aussi le vélo, même si aujourd'hui il domine sur aucun vraiment des
des segments de mobilité, mais en tout cas, c'est un peu ça, sa zone de pertinence prioritaire, un peu au-delà du potentiel de la marche à pied. Et puis les transports en commun, eux, ils vont être développés particulièrement là où les flux de déplacement sont forts, parce que c'est plus facile de ramener plein de monde dans un bus, dans un train, etc., si jamais il y a beaucoup de monde qui fait ce trajet. Donc c'est assez logique, on a développé les transports en commun là où il y a des flux qui sont assez facilement massifiables, où on peut voilà, développer les transports en commun, notamment dans les plus grandes villes, dans les métropoles ou entre les métropoles, notamment ça va être le TGV, qui s'est particulièrement développé, qui est un mode particulièrement massifié. Et puis, par contre, dans tout le reste, eh bien, finalement, ce qui domine aujourd'hui, c'est cette fameuse voiture qui, en gros, dès qu'on est au-delà de 1 km de distance, en dessous des 1000 km, et puis qu'on est sur des types de trajets qui ne sont pas suffisamment massifiés pour passer au transport en commun, eh bien, aujourd'hui, c'est la voiture qui a vraiment la place dominante, finalement, sur une partie énorme de notre mobilité, parce qu'on l'utilise pour elle est dominante sur une très grande partie des déplacements qu'on peut faire. Donc maintenant, si on se questionne sur, à l'avenir, comment faire évoluer ça, eh bien, à la fois, il faut réussir à réduire la part du transport aérien, réduire la place de la voiture, et puis, du coup, profiter des transports en commun et de la marge du vélo, qui sont des modes plus vertueux, pour qu'ils essaient de prendre plus de place, justement, sur l'ensemble de ces déplacements. Si on commence par le transport aérien, il faut diminuer sa place. En gros, quelles sont les meilleures alternatives pour chaque endroit de ce graphique? Il n'y a pas vraiment d'alternatives équivalentes au transport aérien qui permettent de partir à l'autre bout du monde pour une semaine. Donc ça veut dire qu'il faut revoir aussi la manière de voyager, potentiellement voyager moins loin ou moins souvent pour les plus longs des trajets, ou bien voyager différemment. Donc ça questionne un peu les imaginaires, les destinations de voyage ou encore les modes de transport qu'on va utiliser. Et puis si on regarde au niveau de la voiture, la voiture, là où elle va baisser et laisser la place à d'autres modes, ou en tout cas si on essaie de regarder à quel endroit il y a les autres modes qui sont les plus pertinents, le cœur de pertinence finalement de la voiture, c'est quand il y a une possibilité de faire du covoiturage. Parce que la voiture, c'est un véhicule de 5 places, et du coup, quand elle est utilisée par une seule personne à l'intérieur, c'est pas du tout ce qu'il peut y avoir de plus pertinent, puisque c'est un véhicule qui est assez largement surdimensionné s'il n'y a qu'une personne à l'intérieur du véhicule. Donc ça veut dire que les transports en commun, par contre, quand c'est plus massifié, ils vont pouvoir prendre plus de place, donc aller chercher de la place aussi sur la voiture. En gros, dès qu'il y a suffisamment de personnes qui se déplacent sur des mêmes axes pour mettre en place des transports en commun, eh bien, ça vaut le coup de faire ça, sinon le covoiturage peut être adapté. Ensuite, sur la marche, le vélo, ils peuvent prendre beaucoup plus de place qu'aujourd'hui, en particulier si on regarde la question du vélo. On a une pratique du vélo qui est de l'ordre de 10 fois moins élevée qu'aux Pays-Bas. Donc ça montre un peu les potentiels de croissance qu'il peut y avoir de développement du vélo en France quand on se compare à des pays qui ont davantage développé la pratique. Et puis, on n'est pas obligé de se contenter que du vélo classique, quelque part. Il y a aussi d'autres types de véhicules qui se développent de plus en plus, des vélos à assistance électrique, des vélos cargo qui permettent d'emporter des charges, d'emporter des enfants, donc qui vont pouvoir aussi aller plus facilement remplacer la voiture sur certains types de trajets. Et puis, finalement, quand on passe à des distances de transport qui sont plus importantes, mais qu'on est sur des flux de déplacement trop faibles pour organiser du covoiturage, ou bien qu'il n'y a pas d'offre de covoiturage qui est fortement disponible ou autre, eh bien, si jamais on est sur de la mobilité individuelle avec une seule personne à l'intérieur du véhicule, comme je le disais tout à l'heure, la voiture n'est plus adaptée, il faut un véhicule qui soit plus sobre que ça. Mais en même temps, si on est sur des distances trop importantes pour le vélo ou même pour le vélo à assistance électrique, eh bien, ça demande à ce moment-là d'imaginer d'autres types de véhicules qui sont un peu intermédiaires finalement entre le vélo tel qu'on connaît, le vélo classique, et puis la voiture. Donc ça, c'est un sujet que je réévoquerai juste après. Tout l'univers qu'il peut y avoir, en tout cas à cet endroit-là, de véhicules à développer pour remplacer la voiture quand l'autosolisme est fort et que le covoiturage peut être difficile à développer. Et puis après, sur de la plus longue distance, quand ponctuellement on a besoin d'un véhicule qui permet de faire des plus longues distances pour lesquelles à la fois le vélo ou même ces véhicules intermédiaires ne sont pas forcément adaptés parce qu'ils ont une autonomie qui est assez limitée, bien, ponctuellement on peut avoir besoin de louer une voiture. Donc c'est là que la pertinence de l'autopartage est particulièrement forte, soit pour des trajets ponctuels à plus longue distance ou même pour des trajets ponctuels du quotidien quand on n'a pas une voiture chez soi et qu'on utilise la marche, le vélo ou encore les transports en commun dans ces trajets du quotidien.
Et puis sinon, l'autre élément qu'il peut y avoir ici, c'est aussi autant que possible faire ce qu'on appelle de l'intermodalité, c'est-à-dire sur un même trajet, utiliser plusieurs modes de transport. Donc idéalement, par exemple, rejoindre à vélo une gare pour aller utiliser des transports en commun. Donc ça peut se faire avec un vélo pliant qui peut être entré dans un transport en commun, ou bien sinon en stationnant son vélo en gare, ou bien encore en utilisant d'autres modes de transport pour aller rejoindre des transports en commun. Donc ce qu'on voit en tout cas sur ce graphique, c'est que si on veut remplacer finalement cette voiture qui est ultra dominante aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas un seul mode qui remplacera la voiture. Il faut une combinaison de différents modes de transport. Il reste la voiture aussi dans ce système de mobilité durable, mais à un endroit où elle a toute sa pertinence, donc quand on a la possibilité de faire du covoiturage. Et sinon, autant que possible, sur le reste, eh bien, il y a potentiellement des alternatives qui sont plus sobres par rapport à ce qu'on peut utiliser aujourd'hui, en tout cas des alternatives plus sobres qu'il faut davantage développer qu'aujourd'hui quand on pense par exemple au vélo ou encore au transport en commun. Et donc dans ces véhicules intermédiaires que j'évoquais tout à l'heure, il y en a une diversité assez importante. Il y en a qui ressemblent par certains aspects à des voitures, mais des voitures qui sont bien plus sobres, des véhicules de l'ordre de 500 kg, voire moins, typiquement des mini-voitures, donc celles-là qui peuvent rouler jusqu'à 80-90 km/h, donc notamment dans des zones rurales. Ça veut dire que ça peut répondre à un certain nombre de trajets, comme j'évoquais tout à l'heure sur le domicile-travail. Il y a énormément de personnes qui sont seules dans leur véhicule. Il y a une mini-voiture, alors idéalement avec des portes, des fenêtres, etc. Parce que la Twizy, c'était pas forcément la plus adaptée par rapport à ça, mais de plus en plus, il y a ce type de véhicule qui se développe et qui peut remplacer plus facilement la voiture. Les voiturettes, elles, sont limitées à 45 km/h, d'ailleurs avec une sorte d'effet rebond, comme on appelle ça, quand les jeunes dès 14 ans peuvent y accéder et du coup utiliser souvent auparavant la marche, le vélo, les transports en commun. Donc ça, c'est pour le coup un usage qui ne va pas forcément dans le sens de la transition. Mais on peut en tout cas, à condition que ce soit en remplacement de la voiture, aller vers ce type de véhicule beaucoup plus sobre. Et puis si on part du vélo et qu'on va vers des caractéristiques un peu plus proches de la voiture sur certains aspects, donc c'est là qu'on retrouve, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les vélos assistance électrique, les vélos cargo, les vélos pliants pour faire de l'intermodalité. Et puis dans les véhicules moins connus, finalement, sur cette partie du graphique-là, ça va être notamment des vélos mobiles. Ça, les vélos mobiles, ce sont des vélos couchés qui sont carénés. Donc c'est en gros le véhicule à propulsion humaine qui est le plus rapide au monde. Donc c'est très efficace, encore plus efficace qu'un vélo, qui est déjà très efficace d'un point de vue énergétique. Après, ce qu'on peut y voir un peu comme inconvénient, c'est que c'est assez bas, donc en termes de visibilité, en termes de confort, c'est pas forcément l'idéal. Mais par contre, il y a beaucoup plus de projets qui sont en train de se développer actuellement sur ce qu'on peut appeler des vélos-voitures, où là, ça ressemble en termes de forme, ça ressemble un peu plus à une voiture, mais une voiture de l'ordre de moins de 100 kg, et puis à l'intérieur duquel il y a un pédalage. Donc c'est un peu ça le côté vélo de ce véhicule-là, un pédalage qui est assisté, donc avec une assistance électrique jusqu'à 25 ou jusqu'à 45 km/h, et donc qui garde l'avantage finalement de tous les modes au-dessus de cette ligne bleue, qui sont les modes actifs, qui ont cet avantage pour la santé aussi d'avoir ce pédalage à l'intérieur du véhicule. Et puis voilà, après il y a encore d'autres véhicules qui sont en train de se développer ou à développer. Il faut savoir en tout cas qu'il y a un projet de l'ADEME qui s'appelle l'Extrême Défi. Si ça vous intéresse, il y a une quarantaine d'équipes en France qui se sont lancées pour construire justement des véhicules donc à la fois prototypés pour mettre en production et puis pour tester dans les territoires aussi un certain nombre de véhicules de ce type-là, notamment, comme je le disais tout à l'heure, dans les zones peu denses où aujourd'hui il y a une prédominance de la voiture très forte. Et bien c'est là notamment qu'il peut y avoir un intérêt important pour ce type de véhicule. Un autre intérêt qu'il peut y avoir, et finalement c'était déjà dans ce que je disais, c'est d'avoir des mobilités plus sobres en ressources, et juste quelques ordres de grandeur pour se figurer ça. En gros, 100 kWh de batterie, en gros des kilowattheures de batterie, c'est une capacité de stockage de l'électricité. Donc plus les batteries sont grosses, plus elles permettent d'avoir beaucoup d'énergie pour faire plus de kilomètres avec un véhicule électrique. Et en gros, 100 kWh de batterie, ça correspond en gros à une batterie d'un gros pick-up ou un gros SUV électrique. Donc avec cette capacité-là, on peut électrifier un véhicule, mais un véhicule qui n'est pas forcément des plus sobres. Si jamais on se dit qu'il vaut mieux plutôt aller vers des voitures un peu plus de taille raisonnable, donc typiquement des citadines, et bien là on est plutôt à deux citadines qui peuvent être produites avec une capacité de 100 kWh de batterie.
Si maintenant on se dit, comme j'évoquais avant, qu'on pourrait même passer à des mini-voitures qui sont plus légères, plus sobres, qui ont une autonomie aussi plus limitée, mais qui peut être suffisante assez largement pour des trajets du quotidien, si on passe à ces quadricycles ou mini-voitures, eh bien en fait, avec 100 kWh de batterie, on peut avoir assez pour produire de l'ordre de 16 mini-voitures ou quadricycles de ce type-là. Donc on voit qu'en termes d'économie de ressources, malgré des usages qui, dans un certain nombre de cas, peuvent être assez similaires à la voiture, eh bien là, on a des économies de ressources, notamment de métaux pour ces batteries, qui sont particulièrement importants. Et puis, dernier élément, on peut se dire, même idéalement, les véhicules électriques qu'il faudrait développer, ce sont plutôt des vélos assistance électrique. Après, il y a aussi du vélo classique qu'on peut développer, bien évidemment. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de consommation de ressources, eh bien, on a beaucoup moins de consommation de métaux si on électrifie plutôt des vélos assistance électrique plutôt que des citadines ou encore plus par rapport au pick-up. Donc ça veut dire que, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est indispensable de développer la mobilité électrique ou d'électrifier les véhicules, en tout cas pour atteindre nos objectifs climatiques. Mais bien évidemment, si on le fait plutôt en passant à des vélos à assistance électrique plutôt que des pick-up électriques, eh bien, en termes de consommation de ressources et du coup tous les impacts environnementaux, sociaux, géopolitiques que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, les implications seront bien différentes. Un autre intérêt assez rapidement, c'est que si on veut que la mobilité électrique soit accessible au plus grand nombre, on a intérêt à ce que les véhicules ne soient pas trop coûteux. Et aujourd'hui, si on regarde ce graphique-là, en gros, c'est le prix des voitures électriques neuves ici, et puis en fonction de leur poids. Et en gros, quand on est sur une voiture électrique de l'ordre de 1 tonne, en gros, on est sur un ordre de grandeur de prix qui est autour des 20 000 euros. Donc ce qui est déjà non négligeable comme à sortir pour s'acheter un véhicule de ce type-là. Mais si on passe à des voitures électriques de 2 tonnes, eh bien là, cette fois-ci, on est plutôt autour des 50 000 euros de prix à l'achat. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on augmente le poids de la voiture électrique de 100 kg, donc un véhicule qui est plus gros, potentiellement qui a plus d'autonomie aussi, mais quelque part, il faut un peu questionner aussi à quel point on a besoin d'autonomie toujours beaucoup plus importante quand au quotidien, on a surtout des trajets de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres à faire. Donc à chaque fois, voilà, qu'on augmente de 3 000 euros le prix à l'achat, à chaque fois qu'on augmente de 100 kg ce poids, donc on a intérêt à aller plutôt vers des véhicules plus légers si on veut faire en sorte que la voiture électrique ou plus globalement la mobilité électrique ne soit pas trop inaccessible pour les personnes qui en ont besoin. Et puis, j'approche de la fin avec ce tableau-là, dont je ne vais pas vous détailler toutes les subtilités et toutes les cases, mais l'idée, c'est ici de voir un petit peu, au-delà des questions de climat que j'évoquais, que j'ai pas mal évoquées, donc là, j'ai évoqué un petit peu aussi la question des ressources, un petit peu d'autres éléments, mais au-delà du climat, à quel point ces 5 leviers dont je vous ai parlé, donc modérer les kilomètres parcourus, faire du report modal, améliorer le remplissage, donc notamment avec du covoiturage, réduire les consommations d'énergie des véhicules, et décarboner l'énergie, à quel point solliciter ces leviers-là pour faire la transition climatique, ça nous permet ou pas d'avoir des co-bénéfices sur les autres impacts que j'évoquais tout à l'heure. Donc dans les autres impacts, je vous parlais de pollution atmosphérique, je vous parlais de consommation de ressources, notamment en métaux, je vous parlais de pollution sonore, de consommation d'espace, d'accidentalité, encore d'inactivité physique. Et ce qu'on voit au global dans ce tableau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle de cette transition, c'est qu'en sollicitant ces leviers pour la transition climatique, eh bien on a beaucoup plus de co-bénéfices, donc le tableau est beaucoup plus vert que orange, en gros on a plus de co-bénéfices sur les autres défis qu'on a à relever, plutôt que de nouveaux impacts. Donc ça c'est un élément qui est particulièrement intéressant et important dans cette transition. Et puis si on regarde dans les deux colonnes qui sont sur la droite, tout à l'heure je faisais la différenciation entre des leviers plutôt de sobriété et d'autres plutôt technologiques, eh bien on a beaucoup plus de co-bénéfices à solliciter le levier de sobriété. Et si je prends une illustration avec la transition de la voiture thermique, la vision technologique de la transition de la voiture thermique, c'est de passer à l'électrique. Et à ce moment-là, on y gagne sur le climat, comme je l'évoquais tout à l'heure, sans être suffisant pour autant pour atteindre nos objectifs climatiques, sans que ce soit une solution magique. On y gagne aussi sur la pollution de l'air, sans complètement la supprimer. On y gagne sur la pollution sonore. Et on y gagne aussi sur la baisse des consommations de pétrole, même si après, ça va solliciter d'autres ressources. Par contre, là où on n'y gagne pas, c'est à la fois sur des enjeux de consommation d'espace, que ce soit une voiture thermique ou électrique, ça ne changera pas. Sur les enjeux d'accidentalité, idem, il n'y aura pas de différence entre les voitures thermiques ou électriques, ou des différences qui sont assez faibles.
Et encore sur l'inactivité physique, bah pareil, que ce soit une voiture thermique ou électrique, ça ne changera pas spécialement. Et puis là où il y a des nouveaux impacts, c'est sur la question des métaux, comme j'évoquais tout à l'heure, en particulier pour les métaux nécessaires pour les batteries. Après, il y a déjà des consommations de métaux très fortes pour une voiture thermique qui est constituée de plus d'une tonne de métaux. Donc ce n'est pas une problématique nouvelle, mais c'est une problématique pour laquelle les impacts sont supérieurs avec l'électrique. Et puis, de l'autre côté, si on se dit qu'idéalement, il faut se tourner vers la sobriété et puis remplacer plutôt les voitures par des vélos ou par des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, autant que possible proche du vélo, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'ici, les co-bénéfices sont bien plus forts parce qu'à la fois, le vélo émet peu de CO2, consomme peu de ressources, a pas vraiment de pollution atmosphérique à son usage, est assez silencieux, consomme peu d'espace, et puis a ce bénéfice pour la santé en termes d'activité physique qui est particulièrement intéressant aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, la sobriété qui est beaucoup moins sollicitée dans les politiques publiques, de manière générale, dans nos politiques de transition sur les thématiques environnementales et notamment sur les transports, eh bien cette sobriété pourrait nous apporter beaucoup de co-bénéfices aussi, à la fois d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue sanitaire, et plus globalement d'un point de vue de la qualité de vie, de manière générale, d'avoir des villes qui sont quelque part plus silencieuses, plus agréables à vivre, plus végétalisées, etc. Donc ça, c'est un intérêt majeur de cette transition des mobilités. Et donc, si j'essaie de résumer un peu quelques éléments qu'on a pu voir, donc à la fois sur les principaux défis, sur la première partie, donc j'avais rappelé cette évolution historique de la mobilité en France, avec une stabilité du nombre de trajets et des temps de transport, par contre une explosion des distances, en particulier via la voiture, qui a pris une place prépondérante, voire même dont on devient particulièrement dépendant pour un grand nombre de ménages ou un grand nombre de territoires. Les impacts et les différents défis des transports, donc ça je viens de les rappeler, tout comme les 5 leviers. Et puis après sur les questions un petit peu plus spécifiques, sur la voiture électrique, on a vu que ce n'était pas la solution magique, à la fois l'électrique est indispensable mais pas suffisant non plus. Il y a d'autres défis aussi à résoudre, donc besoin de sobriété, dont des véhicules notamment plus sobres, et cette sobriété elle doit être adaptée selon les types de trajets, selon les types de territoires, en privilégiant, quand c'est possible, notamment sur les distances suffisamment courtes, la marche autant que possible, le vélo pour aller un petit peu plus loin. Quand c'est suffisamment massifié, de privilégier les transports collectifs également, qui sont moins émetteurs. Et puis sinon, quand on est sur des usages qui sont proches de la voiture, passer à des usages plus partagés, ou bien en tout cas plus de sobriété dans ces véhicules. Et puis au-delà, au-delà de cette seule transition climatique, en tout cas beaucoup plus de co-bénéfices, si on sollicite l'ensemble des leviers, notamment aussi ceux de sobriété. Et puis, si ça vous intéresse, ou si la présentation vous a intéressé, peut-être que vous serez intéressé aussi par ce livre. Si jamais il y en a qui veulent le feuilleter, j'en ai ramené quelques exemplaires pour information. Donc c'est un livre qui est un peu plus vulgarisé que mes travaux de thèse. Vous pouvez aussi aller consulter ma thèse, n'hésitez pas bien évidemment. Mais si jamais vous voulez un format sur la transition des mobilités qui est un petit peu plus vulgarisé, ça pourra peut-être vous intéresser. Je m'arrête là et du coup, place aux questions, si vous en avez, ou à vos commentaires et autres. Est-ce qu'il y a une première question? Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation et étude. Si on regarde les 5 leviers que vous citez pour aller dans le sens de la décarbonation de la mobilité, est-ce que vous avez essayé de simuler, faire une étude paramétrique pour voir un peu le poids en fonction de l'évolution qu'on voit ces dernières années, et puis celle qu'on peut projeter en fonction des évolutions réglementaires, des incitations, des décisions qui sont prises aujourd'hui et dont certaines verront leurs effets dans quelques années. Je prends juste un exemple. Je crois qu'on vient de passer la barre des 800 000 véhicules électriques en circulation. Il y en a 30 000. Le parc automobile français, c'est 30 millions de voitures. Bon, quand on regarde la progression des véhicules électriques, bon, même si on se projette avec tout ce qui est engagé, et qu'on regarde à l'horizon 2050,
pour l'instant, il va y avoir encore beaucoup de véhicules thermiques potentiellement en circulation, avec un effet Cuba, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire probablement des gens qui vont essayer autant que possible de maintenir en état les voitures le plus longtemps possible pour reculer l'échéance ou conserver leur véhicule. On voit le parc qui vieillit progressivement. Donc quand on les leviers sur des scénarios réalistes, pire cas ou meilleur cas, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est une bonne question. En gros, les 2 premiers chapitres de ma thèse, ils regardent en particulier ces 5 leviers. Et le premier chapitre, c'est comment ils ont évolué par le passé. Le deuxième chapitre, c'est d'ici 2050, quelle pourrait être la contribution de ces 5 leviers. Je ne vous ai pas présenté tout ça parce que ça rentre dans des éléments un peu trop techniques, mais merci pour la question. Et en gros, ce qui ressort notamment des évolutions passées, de manière assez simplifiée, c'est que les leviers de sobriété, jusqu'à maintenant, ils ont joué plutôt dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on l'a vu, la demande de transport a beaucoup augmenté, le report modal s'est fait jusqu'à maintenant plutôt vers la voiture. Alors il y a un petit peu désormais, notamment dans les plus grandes villes, de report modal qui se fait un peu vers les transports en commun, vers le vélo, etc., mais pas de manière hyper massive comme on le voyait sur le graphique, donc qui était jusqu'à 2017, mais on n'a pas encore de changement extrêmement massif dans les pratiques de mobilité. Historiquement, on a plutôt décovoituré. On est plutôt moins nombreux aujourd'hui par voiture que sur les décennies précédentes. Et puis, côté poids des véhicules, notamment, on est sur des véhicules de plus en plus lourds sur ces dernières décennies. Donc on voit que les leviers de sobriété, pour le coup, ont plutôt joué dans le mauvais sens. Les leviers technologiques, eux, ont joué dans le bon sens, essentiellement via l'amélioration du rendement des moteurs. Un petit peu, quoi. En fait, c'est tellement critiquable qu'il faudrait même pas que je le cite, mais un peu par le développement des biocarburants qui, en fait, quand on les regarde en analyse de cycle de vie plus globale, quand on voit ceux qu'on a développés jusqu'à maintenant en concurrence avec les usages alimentaires, il y a assez peu d'effets, voire pas d'effets bénéfiques à leur développement. Mais du coup, ces leviers technologiques n'ont pas été suffisants, en tout cas pour entraîner malgré tout des baisses suffisantes des émissions ou compatibles en tout cas avec nos objectifs climatiques. Donc après, si je regarde, si j'essaie de résumer la partie un peu plus prospective, le grand message, c'est de dire qu'il faudra combiner tous les leviers. Il n'y a pas de choix, en tout cas, qu'on peut faire de se dire bon, on va plutôt miser sur la technologie parce que c'est plus sympathique, on n'a pas à changer nos comportements, etc. Il faudra vraiment réussir à tout combiner et même en combinant tous ces leviers, ça peut être difficile d'atteindre nos objectifs aussi bien de court terme que de plus long terme. Sur la partie véhicules électriques que vous évoquez, en effet, à court terme, c'est assez limité. Pour 2 raisons, à la fois que le renouvellement du parc prend du temps. Donc, en gros, l'année dernière, pour donner 2 chiffres clés, on était à 13% des ventes qui étaient des voitures électriques. Donc ça a été une augmentation quand même assez forte, parce qu'en 2019, on était encore à moins de 2%. Donc il y a quand même une augmentation assez forte qui s'est faite ces dernières années. Mais malgré tout, en ce moment, c'est ce que vous disiez, on est à moins de 2% du parc aujourd'hui qui sont des véhicules électriques. Donc ça veut dire que cette transition, même si elle paraît rapide par certains aspects, notamment pour les bouleversements dans l'industrie automobile, c'est des changements qui sont rapides, eh bien, dans les effets sur les émissions, en tout cas sur le nombre de véhicules dans le parc, ça reste assez limité. Et l'autre élément, c'est que les voitures électriques, c'est plus d'émissions à la production, donc à court terme, au moment où on produit et on vend ces véhicules-là. Et finalement, les baisses d'émissions, elles sont sur l'ensemble de la durée de vie. Donc en gros, c'est au bout de 3 à 4 ans en France, où en gros, on compense ce surcoût à l'achat, mais du coup, ça veut dire que comme on est sur une phase où il faut qu'on produise davantage de ces véhicules-là pour après en avoir les bénéfices sur le long terme, à court terme, c'est pas un levier qui permet de fortement faire baisser les émissions dès qu'on regarde les choses un petit peu en analyse de cycle de vie. Mais par contre, à l'horizon 2050, c'est quand même un levier qui est majeur dans tous les scénarios. C'est pour ça que je disais que c'est indispensable, parce que quelque part, on ne peut pas se permettre, pour atteindre nos objectifs climatiques, de garder du pétrole dans les transports, même si on est très sobre. Si tout ce qui reste comme énergie qui est consommée, c'est du pétrole, on n'atteindra pas nos objectifs climatiques. Donc c'est en ça qu'il faut vraiment réussir à combiner les deux. Et puis après, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, trop chiffrés sur les autres leviers, mais en tout cas, voilà, il faut réussir à, autant que possible, combiner les leviers et voir à quels endroits ils sont les plus pertinents. Comme j'évoquais sur les différents modes de transport, sur le covoiturage, sur les véhicules plus légers, etc., ils n'ont pas la même pertinence selon à quel endroit on les développe. Donc c'est un peu ça aussi qu'il faut réussir à prioriser. Une autre question peut-être ?
Oui, bonsoir, merci pour cette présentation très, très pédagogique, même s'il y a pas mal de choses que l'on pressent. Vous allez vraiment plus loin dans la précision. Je me posais juste la question, parmi les leviers, de savoir si vous êtes allé dans vos travaux de recherche jusqu'à analyser un petit peu mieux cette question de la demande de transport, et puisque là, nous sommes citoyens, nous, complètement à l'origine de cette demande, on peut dire. Il y a d'autres paramètres qui sont les paramètres, on va dire, de l'entreprise, de l'emploi, qui sont impactés. Et puis après, il y a le politique qui, aujourd'hui, ne fait pas ce qu'il devrait faire. En tout cas, on est de plus en plus nombreux à le penser. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à essayer de comprendre pourquoi, finalement, des solutions qui apparaissent comme ça, assez... On ne va pas dire qu'elles sont simples, hein, certainement pas, mais en tout cas, il y a des solutions et elles ne sont que très peu mises en œuvre ou même présentées. Merci pour la question. J'essaie juste de voir si je peux avoir une illustration sur ces sujets-là. En gros, toute la difficulté, c'est que c'est assez difficile de séparer, disons, quelle est la part du politique, quelle est la part de l'individuel, quelle est la part des entreprises, etc. Si je prends juste un exemple sur la demande de transport, justement, tous les éléments qui, ici, si je garde que les éléments principaux qui vont influencer cette évolution de la demande, eh bien, l'évolution du PIB, donc les évolutions économiques, vont plutôt avoir tendance, quand on augmente le PIB, la croissance économique à augmenter aussi la demande de transport. Les modes de transport, selon ce qu'on met à disposition, comme on l'a vu, quand on met à disposition plutôt des voitures plutôt que la marche, on va plus loin, donc ça augmente aussi les distances. Les politiques publiques influencent via, par exemple, les infrastructures de transport qui vont développer. Est-ce qu'on développe des nouveaux aéroports, des nouvelles autoroutes, des nouvelles lignes à grande vitesse, ou plutôt des petites lignes ferroviaires, ou plutôt des pistes cyclables, etc. Ça va influencer, bien évidemment, aussi cette demande de transport, suivant les politiques publiques sur l'aménagement du territoire aussi qui est ici. Alors les politiques publiques, elles influencent beaucoup de choses à la fois. Selon le prix de l'énergie aussi, la demande de transport va plus ou moins augmenter ou baisser. Quand il y a une augmentation du prix de pétrole, il va y avoir un petit peu moins de kilomètres parcourus. Bien évidemment, suivant l'évolution de la population, il y a plus ou moins de personnes qui se déplacent, donc ça fait plus ou moins de kilomètres. Puis l'évolution des modes de vie, des programmes d'activité de manière générale. Donc ce qu'on voit, c'est rien que sur un seul facteur, il y a énormément d'éléments qui interviennent. Et si je reprends juste, en tout cas, sur ce... Bon, ça, c'est les autres éléments, si on veut faire des liens sur ce graphique. Donc ça, c'est le premier chapitre de ma thèse, et j'en montre juste 2-3 courbes. C'est sur cette évolution des émissions de CO2 par le passé. Donc les émissions de 1960 à 2017, elles ont été multipliées par 4,2 pour le transport de voyageurs. Et en gros, si on décompose en 5 leviers, le premier levier, c'est cette demande de transport, c'est kilomètres parcourus. Et on voit que c'est ça qui est vraiment porté à la hausse, ces émissions de CO2, parce que les deux courbes sont très proches. Et en gros, il y a en partie un effet population, donc on a augmenté la population de 43%. Mais le plus gros des effets, c'est le fait qu'on fasse plus de kilomètres par personne. Et ça, c'est en lien notamment avec la hausse de la motorisation que j'évoquais notamment tout à l'heure. Et puis après, du coup, vu que ces deux courbes sont assez proches, c'est parce que finalement, les émissions de CO2 en moyenne par kilomètre parcouru, sur la longue période, elles ont assez peu baissé. Parce qu'on a eu beau faire des progrès d'efficacité énergétique, on a tendance à plus se déplacer en voiture, plus d'autosolisme, donc plus souvent une seule personne à l'intérieur. Donc c'est aussi pour ça que finalement, il n'y a pas eu de très forte décorrélation, de très fort découplage aussi, comme on l'appelle, entre cette courbe des émissions de CO2 et cette courbe des kilomètres parcourus. Donc après, les différentes politiques publiques ou les différentes évolutions qu'il faudrait promouvoir, elles sont assez nombreuses, mais pour faire très simple, je dirais déjà éviter les tendances qui vont dans le mauvais sens. On a par exemple de nombreux projets encore d'agrandissement d'aéroports, de nouvelles autoroutes ou de contournements routiers, une tendance à l'étalement urbain qui peut continuer aussi à certains endroits, donc des tendances qui vont influencer justement à la hausse encore ces kilomètres parcourus. Donc il faudrait autant que possible éviter ce qui va dans le mauvais sens. On pourrait dire aussi les centres commerciaux en périphérie des grandes villes, etc., ce qu'on a eu tendance à beaucoup faire aussi historiquement, et donc à l'inverse essayer d'aller dans le bon sens
en rapprochant autant que possible les commerces, en ayant plus de commerces de proximité, peut-être rapprocher certains services également, essayer de travailler sur les distances domicile-travail, ce qui est à la fois très compliqué et en même temps, ça peut être intéressant de s'y atteler, parce que plus on travaillera proche de son domicile, plus on pourra utiliser la marche ou encore le vélo pour y aller. Donc c'est finalement tout un tas d'autres éléments de ce type-là qu'il faut interroger du moins. Et pour l'instant, finalement, un peu la base de la réflexion, c'est comme aujourd'hui, il y a assez peu cet objectif de modérer les distances parcourues. Si on regarde la stratégie nationale bas carbone, dans sa dernière version, il y avait toujours une projection de kilomètres parcourus qui était à la hausse. Et bien à partir de ce moment-là, forcément, on ne met pas en place les solutions qui permettent de réduire ces kilomètres parcourus, puisqu'on a une sorte d'objectif. En tout cas, cette hausse des kilomètres parcourus est toujours vue de manière assez positive, puisque c'est signe que l'économie est en bonne santé, que les gens se déplacent plus, donc c'est forcément bon. Alors qu'il y a aussi tout un tas d'impacts négatifs, à la fois sur les émissions de CO2, mais aussi faire plus de kilomètres, c'est plus de coûts financiers pour les ménages, avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, ou potentiellement des fois plus de temps passé dans les transports, avec tout le stress que ça peut engendrer, etc. Donc il n'y a pas que des effets positifs. Pour le coup, avoir ces courbes de kilomètres parcourus qui sont en hausse. Donc c'est aussi ça qu'il faut pouvoir interroger et puis voir quelles solutions, même si elles ne sont pas parfaites et faciles, dans quelle direction on peut aller aussi pour autant que possible, essayer d'aller plutôt dans le sens de plus de proximité au quotidien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Alors, merci pour la présentation déjà. Et du coup, on a beaucoup parlé de transport de personnes en particulier. Et je voulais savoir si vous avez aussi fait des travaux sur les leviers pour baisser les impacts du transport de marchandises, comme vous en avez parlé au début de la présentation. Bon, j'imagine que le premier levier, c'est évidemment de baisser le nombre de kilomètres parcourus par ces marchandises. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers, que ce soit par la technologie ou par d'autres modes alternatifs aux poids lourds ou autres transports maritimes sur longue distance, etc., pour baisser l'impact de ces transports-là? Oui, alors tout à fait. En gros, sur les marchandises, déjà un premier point, c'est que les 5 mêmes leviers peuvent être utilisés. Et globalement, on en revient en fait, ces 5 leviers, ils s'appliquent à la fois aux voyageurs et aux marchandises. Sauf qu'en effet, quand on parle de demande de transport sur les marchandises, on va considérer, alors la métrique qu'on utilise, ce sont les tonnes kilomètres. Donc c'est à quel point il y a beaucoup de tonnes qui sont transportées et à quel point elles font beaucoup de kilomètres. Donc en effet, par exemple, relocaliser, ça peut être un moyen de limiter ces tonnes kilomètres. La sobriété de manière générale dans l'ensemble de l'économie, donc là ça interroge aussi beaucoup les autres secteurs, mais ça peut permettre de limiter les tonnes aussi transportées, si jamais on est plus sobre dans notre consommation, qu'on fait plus de l'économie circulaire plutôt que d'être dans un modèle linéaire où il faut toujours des nouvelles ressources à chaque fois pour les objets qu'on produit. Donc ça c'est déjà un peu une première partie un premier levier, c'est donc en effet modérer cette demande de transport. Le report modal, on va plutôt parler du report modal vers le ferroviaire. Alors ça, c'est comme pour les voyageurs, mais aussi vers le fluvial, qui est aujourd'hui, c'est 2% des trafics, donc c'est pas forcément énorme. Le ferroviaire, c'est à peu près 10%. Et aujourd'hui, 88% en France. Alors c'est uniquement pour les transports intérieurs à la France, donc là, ça inclut pas le maritime, mais c'est essentiellement le routier qui domine. Sur la longue distance, finalement, le maritime est assez efficace. Mais le problème, c'est que c'est tellement efficace qu'on l'a développé énormément. Il vaut mieux du maritime que du transport aérien sur les longues distances. Mais si on veut limiter les émissions du maritime, c'est peut-être de se questionner aussi sur toujours ce questionnement de relocalisation éventuellement qui peut permettre de réduire aussi cette demande de transport. Remplissage des véhicules, on peut l'appliquer à tous les modes de transport, mais globalement, les modes de transport de marchandises sont déjà assez largement optimisés. Donc il n'y a pas forcément de marge de manœuvre très forte là-dessus. Consommation énergétique des véhicules, il peut y avoir un peu de progrès. Alors j'évoquais avec l'électrification qui pourra aussi s'appliquer à une partie des modes de transport de marchandises, bien que ce soit plus compliqué que pour les véhicules plus légers, mais de plus en plus, c'est aussi envisager ces véhicules électriques, y compris alors pour les véhicules utilitaires légers, donc la livraison du dernier kilomètre en camionnette, etc., mais aussi potentiellement pour des trajets plus longs, y compris pour des poids lourds de plus longue distance, c'est de plus en plus envisagé aussi. Donc ça, il faudra voir si ça se développe davantage.
Pour réduire les consommations d'énergie, à certains endroits, éventuellement baisser un peu la vitesse, mais la vitesse est déjà plus faible sur les autoroutes que pour les voitures. Avoir des poids lourds un peu plus aérodynamiques, ça peut être une option. Et puis après, sinon, c'est les leviers de baisse de l'intensité carbone. Donc là, c'est changer de sortir du pétrole. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure pour les voyageurs, sauf que là, il y a un certain nombre de modes où ce sera difficile de passer à l'électrique. Alors déjà, pour les poids lourds, c'est plus compliqué, même si ça sera peut-être une partie de la solution. Il pourrait y avoir l'hydrogène aussi. Et puis pour le maritime, on est plutôt sur les carburants de synthèse. C'est un peu comme le transport aérien. De plus en plus, on parle soit des biocarburants, soit de plus en plus des carburants de synthèse, qui doivent être produits en utilisant des grosses quantités d'électricité. Donc ça, c'est un peu leur gros inconvénient. Mais c'est de plus en plus ce qui est évoqué pour décarboner ces modes de transport pour lesquels le pétrole est particulièrement difficile à remplacer. Donc en gros, ces carburants de synthèse, c'est on refabrique du pétrole, mais avec des manières un peu détournées qui demandent beaucoup d'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, pour capter du CO2 dans l'air, etc. Et juste pour montrer ce que j'ai montré juste avant sur les tendances d'émissions de CO2 pour le transport de marchandises, donc c'est ça la courbe. Donc en gros, depuis 1960, il y a une hausse un petit peu moins élevée que pour le transport de voyageurs. Et ce qu'on voit dès cette courbe-là, mais encore plus si je rajoute la courbe de la demande de transport, donc on voit encore une fois, les deux courbes sont très proches, c'est que le transport de marchandises a beaucoup plus subi les crises que le transport de voyageurs. C'est-à-dire que là, on repère bien le premier choc pétrolier ici, on repère bien le deuxième choc pétrolier ici, on repère tout particulièrement la crise de 2008 à cet endroit-là, qui a fait chuter du coup il y a un peu une baisse de l'économie, mais une baisse encore plus forte à ce moment-là des trafics de marchandises. Et finalement, bon là, ça va que jusqu'à 2017, mais on n'avait pas encore retrouvé les niveaux de trafic ou les niveaux d'émissions, ça heureusement. Pour les trafics, on pourrait se dire heureusement aussi, de la fin des années 90 ou du début des années 2000. Donc finalement, sur les dernières années, c'est relativement stable, ça dépend un petit peu des années. Et finalement, comme ces deux courbes sont très proches, c'est qu'en moyenne, les émissions de CO2 moyenne par tonne kilomètre transporté, du coup, ont été assez stables sur l'ensemble de cette période-là. Et c'est notamment dû au fait que la part du ferroviaire a énormément baissé. La part du ferroviaire était à 56% en 1960 et elle est à 10% aujourd'hui. Et le routier était seulement à 34% en 1960 et aujourd'hui c'est 88%, comme j'évoquais. Donc on a eu vraiment un report très fort vers le routier. Et dans le même temps, le routier est devenu de plus en plus efficace, mais comme il partait de bien plus loin que le ferroviaire, ça a quand même eu un effet négatif. Les deux effets, en gros, se sont compensés. On a rendu le routier plus efficace, mais on l'a tellement plus utilisé par rapport aux autres modes que les émissions de CO2 moyennes par tonne kilomètre sont restées relativement stables. Je m'arrête là pour ne pas faire des réponses de plus de 10 minutes. Parce que... ouais, j'ai une question avant de vous donner la parole. Parce que du coup, on peut aussi parler stratégie politique de nos gouvernements. Et j'ai l'impression qu'il y a deux annonces contradictoires là, ces derniers jours. D'un côté, le gouvernement a expliqué que les entreprises avaient le droit de vendre à perte l'essence et le diesel, alors qu'on sait que le prix de l'essence et du diesel a un impact sur les déplacements. Et d'un autre côté, l'ADEME est chargée de mettre en place un score environnemental à partir de l'année prochaine où le bonus écologique sera soumis à condition, c'est-à-dire que l'ADEME va donner un score à tous les véhicules électriques et si le score est trop élevé ou trop bas, je ne sais plus, on n'aura pas le droit au bonus écologique. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même deux stratégies politiques complètement contradictoires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Oui, de manière globale, il y a en effet pas mal d'incohérences dans certaines tendances qui vont dans le bon sens, certaines politiques publiques qui vont dans le bon sens et d'autres qui ne vont pas dans le bon sens. Et c'est un peu pour ça que finalement, sur les dernières années, on le voyait un peu sur la courbe du transport de marchandises, mais aussi sur la courbe du transport de voyageurs, on est sur des émissions relativement stables parce qu'il y a des leviers qui vont dans le bon sens, d'autres dans le mauvais sens. Et puis un peu pareil sur les politiques publiques, toutes les politiques publiques ne sont pas suffisamment bien alignées pour aller dans le sens de cette transition écologique ou de cette transition climatique. Donc des incohérences, on peut en voir pas mal. En effet,
sur la politique en lien avec le prix des carburants, c'est assez criant, quoi. Il y a un peu une sorte de tâtonnage un peu permanent, et puis ils ont tendance à espérer que le prix ne remontera pas trop parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire dans ce genre de cas. Et en même temps, c'est vrai qu'une fois qu'on est coincé dans la crise, eh bien, il y a des ménages qui sont dans la précarité, et c'est difficile d'offrir des alternatives du jour au lendemain pour toutes ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit planifié suffisamment en avance pour proposer ces alternatives sur le temps long, parce qu'à la fois des politiques de covoiturage, des politiques vélo, des politiques sur la mobilité électrique, sur des véhicules plus sobres, ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus structurant qui doit être suffisamment anticipé pour éviter autant que possible justement ces crises ou être plus résilient au moment où il y a ce type de crise-là ou de hausse des prix des carburants. Et après, un autre élément qu'on peut citer sur les prix des carburants, c'est qu'il y a une partie des ménages, par contre, qui ne sont pas forcément en précarité quand le prix des carburants augmente. Donc ça veut dire qu'il faut autant que possible cibler les aides. S'il y en a qui vraiment le sont, eh bien, il faut potentiellement les aider, même si ça ne va pas dans le sens de la transition écologique, mais faire en sorte au moins qu'il reste cette incitation prix pour les personnes qui ne sont pas dans une grande contrainte financière quand il y a ce type de hausse des prix des carburants. Et ça, c'est un peu ce qui a manqué pour le coup sur ces dernières années. C'est des milliards qui ont été dépensés dans le fait de réduire les taxes sur les carburants, alors qu'on aurait pu espérer plutôt voir ces milliards à d'autres endroits de la transition où il y a besoin de beaucoup d'investissements, beaucoup de soutien à ces politiques de transition. Et souvent, les milliards manquants, ça peut être un des freins aussi à l'accélération de cette transition. Donc on pourrait citer plein d'exemples en effet d'incohérences qu'il y a actuellement ou de choses à réaligner, mais ça en fait en effet partie. Faut pas dire qu'il y a non plus que du mauvais, parce qu'il y a aussi des choses qui vont dans le bon sens. Ce score environnemental, moi je le vois plutôt de manière assez positive, notamment pour essayer aussi d'aller peut-être vers des véhicules plus légers. Alors des fois il est construit de manière un petit peu bizarre, ce score environnemental. En gros, l'idée c'est de conditionner le bonus écologique pour notamment les véhicules électriques qui vont être vendus au fait que ces véhicules électriques ne soient pas trop émetteurs à la production. Donc globalement, plus le véhicule est gros, plus il va avoir un score environnemental qui est mauvais, et potentiellement il va sortir un peu de ces aides publiques qu'il peut y avoir à l'achat. Après, le score a été beaucoup calculé aussi de manière à ce que ce soit une politique industrielle. Donc à la fois c'est positif aussi, c'est faire en sorte qu'on ait une relocalisation de la production des véhicules. On a un intérêt environnemental aussi à faire ça parce que notre électricité notamment est davantage décarbonée que si on produit des véhicules en Chine. Mais ça a été des fois un peu amené de manière un petit peu bizarre, en tout cas de manière assez claire pour exclure des aides les véhicules notamment en provenance de la Chine et puis plutôt favoriser ceux qui sont produits en Europe. Donc à la fois ça a aussi des côtés bien évidemment intéressants aussi d'un point de vue économique, d'un point de vue social pour l'emploi, etc. Mais des fois, ça donne des modes de calcul un petit peu étranges ou des choix un petit peu étranges dans la fabrication de ce score. Merci. Je voudrais intervenir sur un point où il y a déjà eu une question tout à l'heure et la même sur le rôle politique. Alors, je suis, on va dire, politique, puisque je suis conseiller municipal à Séné. Un peu, c'est très très lourd, il faut le savoir. Je compare souvent je compare cette excuse politique un peu comme l'excuse que je ne fais pas de vélo parce qu'il pleut. Il pleut souvent, donc sans doute. Et donc ce soir, je pense que tout le monde est venu à vélo, bien sûr. Et il faut bien comprendre que, comme vous le disiez, il n'y a pas que du mauvais. C'est de l'argent public aussi, donc faut orienter l'argent. Je suis pas très content sur effectivement cette vente à perte des carburants, mais il faut bien voir que c'est pas marqué non plus. Vous êtes obligé de prendre votre voiture. Effectivement, il y a des ménages qui, eux, ça va être très très compliqué, et c'est très compliqué. Donc je connais aucun politique qui oblige les gens à prendre l'avion, qui oblige les gens à prendre leur voiture pour faire 500 mètres pour aller vendre leur pain, pour aller acheter leur pain. Voilà, je voulais dire ça. Et une dernière chose, c'est que il y a le mandat politique
qui est lourd à porter. On est dans une démocratie, tout le monde peut avoir un mandat politique. C'est autorisé. Et puis, il y a aussi des gens qui n'ont pas de mandat politique, mais j'en connais ici, qui ont une action associative qui est forte et incitative, et puis qui montrent l'exemple, qui ont vélo motorisé et qui me double. Mais bref, voilà. Donc, je voulais préciser ça. C'est un peu souvent l'excuse, comme je dis, je fais pas de vélo parce qu'il pleut. Mais non, c'est une mauvaise excuse. Oui, en tout cas, ça interroge ce que j'entendais aussi, c'est les différentes échelles de responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que finalement, dans cette transition, on a besoin de changements tellement globaux qu'il y a besoin de tout le monde, et il y aura besoin, y compris des gestes individuels. Après, il faut voir à quel point ces gestes individuels aussi sont encastrés dans un système plus global. Et typiquement, de prendre son vélo, ça dépend aussi de à quel point les politiques ont investi, bien évidemment, dans les politiques cyclables, les infrastructures, les services vélos, etc. Donc à la fois, finalement, tous les choix individuels sont aussi, malgré tout, conditionnés aussi par des normes sociales, un environnement qui est plus ou moins favorable. Et aujourd'hui, justement, ce qui manque dans bien des cas, c'est justement cet environnement favorable, environnement au sens très large du terme, pour que les pratiques de mobilité plus sobres soient plus faciles à utiliser, alors que dans bien des cas, aujourd'hui, ce qui est plus facile, c'est la voiture, et c'est pour ça que les gens utilisent ça. Donc ça veut dire que si on veut renverser ça, il faut à la fois fortement investir dans les alternatives, bien évidemment, mais aussi potentiellement ne pas donner autant d'avantages à la voiture si on veut vraiment que la part de la voiture baisse. Donc si on lui donne des infrastructures abondantes, du stationnement abondant et gratuit, etc., forcément ça deviendra le mode qui sera privilégié. Donc ça demande un peu des deux. Les politiques de mobilité durable qui marchent les mieux, c'est quand il y a à la fois des incitations fortes, puis un certain niveau de contraintes qu'il faut réussir à rendre aussi juste que possible, parce que sinon, bien évidemment, ça passe pas. Donc c'est toute la difficulté de trouver le bon équilibre. Moi, je me posais la question de savoir si vous avez travaillé sur l'acceptabilité. C'est-à-dire quels sont les leviers là dont vous parlez et lesquels vous paraissent les plus acceptables, parce qu'on imagine bien que tout ça ne se passera pas sans que les gens s'y mettent vraiment et donc acceptent. Alors on a évoqué quelques situations très problématiques, les gens qui habitent loin, qui n'ont pas d'autres moyens que la voiture, et ainsi de suite. Mais quels sont les éléments qui sont les plus acceptables à votre avis ? C'est une question assez compliquée. J'avais essayé de me frotter quand même à cette question-là dans la tête. J'avais fait un autre tableau avec plein de couleurs dans tous les sens, et il y avait une petite ligne qui s'appelait notamment acceptabilité ici, ce qui est un terme qui peut être remis en question. Les sociologues ne sont pas fans de ce sujet-là, alors qu'ils sont beaucoup plus pertinents sur ce sujet que moi. Donc c'est parce que souvent, en tout cas le discours des sociologues, c'est de dire que derrière ce terme d'acceptabilité, il y a énormément d'autres choses en fait. Et que souvent, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses. Il faut aller creuser en fait à l'intérieur pour voir ce qui est acceptable ou pas. Ça regroupe la question aussi de la justice sociale, de la juste répartition de l'effort. On le voit dans tout un tas d'enquêtes aussi. Quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous inciterait à faire davantage pour la transition écologique et de faire plus d'efforts, en gros, eh bien, un des premiers éléments qui ressort, c'est que les efforts soient partagés de manière juste entre les différents acteurs, les différents ménages, etc. Et après, cette acceptabilité, bien évidemment, elle change au cours du temps. Donc après, il y a des choses qui sont aujourd'hui plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Quand il y a des changements de pratiques de mobilité qui sont très importants, on peut se dire que ce sont des changements qui vont être moins acceptables si jamais ils impliquent de changer un minimum son mode de vie, sa mobilité, etc. Et en même temps, par exemple, sur le vélo, c'est typiquement le vélo, ça demande des changements de pratiques de mobilité assez forts. Et quand on pose les questions de à quel point les gens supportent ou pas les politiques cyclables, le fait d'avoir des infrastructures cyclables en plus, etc. Il y a un support qui est assez large pour le coup. Donc il y a tout un tas de mesures aussi de sobriété qui demandent de changer les pratiques qui, malgré tout, ont un support assez large dans la population. Et un exemple que j'évoque souvent, mais c'est l'expérience qu'il y a eu avec la Convention citoyenne pour le climat.
où on a vu que quand on met à discuter 150 citoyens tirés au sort qui ont été formés sur le sujet, c'est une étape très importante, parce qu'il y en a qui sont arrivés climato-sceptiques, et puis après les formations sur le climat, ils l'étaient un petit peu moins, ils étaient prêts à des efforts bien plus importants. Mais ce qu'on a vu en tout cas, c'est qu'au bout de leur discussion, ils avaient des propositions sur la sobriété qui étaient bien plus fortes que celles qu'on a actuellement dans les débats publics, ou celles finalement auxquelles sont prêts en fait les politiques actuellement au gouvernement ou même dans l'Assemblée nationale. Donc ça montre que finalement il y a en tout cas une conscience des besoins de changement de mode de vie qui sont assez importants, mais la question c'est de faire en sorte en tout cas que ce soit suffisamment facile d'accès, et ça c'est plus souvent là-dessus que ça peut bloquer. Donc après je n'aurai pas forcément de réponse simple au-delà de ça, en effet, parce que cette question d'acceptabilité est assez large. Et puis j'évoquais aussi peut-être un dernier point, que ça peut changer au cours du temps. C'est quelque chose qui est assez intéressant sur un grand nombre de politiques qu'on pourrait appeler anti-voiture, si je fais très simple. Il y a une acceptabilité ou un support, en tout cas, de la population qui est en général beaucoup plus fort une fois que les politiques publiques ont été mises en place, puis qu'en fait les gens se rendent compte que voilà, les conséquences ne sont pas forcément si fortes que ça, ou bien aussi voient l'étendue des bénéfices qu'on peut avoir. Par exemple, si on se met à piétoniser une rue, eh bien en fait, si on se met à l'utiliser et puis apprécier le calme qu'il peut y avoir dans la rue, le fait qu'on est plus en sécurité, qu'il y a plus d'espace pour d'autres activités, etc., ce que j'évoquais tout à l'heure, moins de pollution, eh bien en fait, quand on voit tous les bénéfices qu'il y a, le support a tendance à augmenter. Et on l'a vu y compris pour la mise en place du 80 km/h sur les routes départementales, où on peut se dire que là, les bénéfices sur ce que je citais là, on ne les voit pas forcément tant que ça, mais en fait, ce support a augmenté au fur et à mesure de la mise en œuvre de cette politique. C'était moins de la moitié de la population qui supportait la politique avant, et puis progressivement, ça s'est rapproché de la moitié. Alors, il n'y a pas eu d'enquête récente, très récente à ma connaissance, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en tout cas assez souvent, que finalement, les gens sont assez favorables à des politiques de réduction de la place de la voiture, mais c'est la phase de transition qui est la plus difficile. Une fois qu'on a fait la transition, on en est assez satisfait, mais il faut avoir un peu le courage politique et puis de changer aussi les pratiques. Oui, alors il est 21h30. Du coup, on va peut-être prendre une dernière question. Si... Oui ? Ouais. Oui. Est-ce que dans l'étude, vous avez eu l'occasion de comparer certains pays entre eux, certaines villes ou certaines régions ? Je prends un exemple, j'ai l'impression, mais il faudrait le quantifier, qu'au Japon, le report modal est beaucoup plus important. Les gens utilisent beaucoup moins la voiture pour aller travailler qu'en France, même quand ils habitent loin. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, ils n'ont pas de place sur le parking pour pouvoir se garer dans leur entreprise, ou beaucoup moins, où il faut avoir un certain âge pour pouvoir se garer. À 80 km de Tokyo, il y a un train toutes les 10 minutes pour aller dans un sens ou dans l'autre. Quand on est à 80 km de Paris, c'est un toutes les heures. Donc, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire cette comparaison pour essayer de voir si sur certains leviers, certains pays, peut-être à niveau de développement équivalent ou différent, ont réussi à avoir des leviers plus forts, et comme ils le font concrètement, ça peut être une inspiration, on va dire, pour nous. Alors, pas forcément de manière détaillée aussi précise que vous l'évoquez, et pas particulièrement sur le Japon non plus. Mais un des travaux que j'ai pu faire avec d'autres chercheurs, c'était de regarder sur les tendances d'émissions que j'évoquais sur les 5 leviers, de regarder pour d'autres pays européens en tout cas. Et les tendances sont globalement assez similaires, parce que en fait, sur les 5 leviers qui est ici, il y a en fait la hausse de l'usage de la voiture. On le retrouve dans beaucoup de pays, beaucoup de régions du monde, alors avec des niveaux plus ou moins avancés de cette transition vers la voiture selon les pays. Mais du coup, ça a une influence déjà sur les 3 premiers leviers. C'est-à-dire que quand on développe la voiture, ça augmente, les kilomètres augmentent, le report modal du coup se fait vers la voiture. Et puis, comme j'évoquais tout à l'heure, en général, le remplissage des véhicules a tendance à baisser aussi. Un autre élément qui est en général assez commun, suivant les pays, voire les continents, voire au niveau mondial, c'est que les voitures, c'est un marché qui est quand même très largement mondialisé. Donc on a certes plus de pick-up aux États-Unis qu'en France, et puis des véhicules plus ou moins lourds selon les pays, etc. Mais on est globalement sur
des tendances, par exemple, à l'alourdissement des véhicules qui se retrouvent un petit peu partout. Le fait que le pétrole domine dans les transports, ça on le retrouve globalement quasiment partout. Donc après, on a finalement les pays qui aujourd'hui sont les plus vertueux en termes d'émissions de CO2 par habitant dans les transports, ce sont ceux qui ne sont pas passés à la voiture. Et du coup, c'est en général des pays qu'on pourrait appeler moins développés. Après, je ne sais pas si le terme n'est pas forcément très bon. Mais en tout cas, c'est des pays qui aujourd'hui finalement utilisent encore énormément la marche, telle qu'on pouvait l'avoir par le passé en France, ou qui utilisent davantage des vélos, ou des fois d'ailleurs des véhicules intermédiaires un peu qui ne s'appellent pas véhicules intermédiaires, mais tuk-tuk, tuk-tuk ou autres, et autres véhicules de ce type-là, qui aujourd'hui représentent davantage de la mobilité qui du coup est moins carbonée. Mais sinon, dans ce qu'on observe dans les principaux en Europe, au Japon, aux États-Unis, etc., sur les grandes tendances, ce sont des grandes tendances qu'on retrouve à beaucoup d'endroits différents. Et après, il y a des pays qui sont plus avancés sur le vélo, comme aux Pays-Bas, d'autres qui ont mieux régulé l'aménagement du territoire, comme voilà, d'autres pays du nord de l'Europe, ou la Suisse sur le ferroviaire est souvent cité en exemple. Bref, après, il y a forcément des exemples par-ci, par-là, mais pas forcément d'exemples au niveau global sur l'ensemble des leviers de transition de pays qui seraient vraiment en avance, en tout cas. Après, c'est que ma perception, c'est pas mon sujet de recherche. Mais... Eh bien, merci beaucoup Aurélien Bigot d'être intervenu ce soir. Donc, vous avez quelques livres, c'est ça, avec vous? Oui. Il y en a qui sont intéressés pour repartir avec le livre, pour leur livre de chevet pour les prochains jours. Merci beaucoup, l'Université Bretagne-Sud est très heureuse de vous avoir reçu. Merci pour l'invitation.